Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord au comité éditorial du colloque du mardi pour l'invitation. Donc on va regarder ensemble une étude en fait, qui a été menée ici au HUG, dans notre institution, et puis qui s'intéressait aux pieds diabétiques. Pour cette présentation, je n'ai pas de conflit financier à déclarer en lien avec cet article. Par contre, j'ai un conflit d'ordre intellectuel, comme je suis le premier auteur du papier qu'on va voir ensemble. Donc c'est une étude qui a été publiée récemment dans le journal Clinical Infectious Disease, un essai randomisé qui s'intéressait à comparer 2 durées d'antibiothérapie dans le pied diabétique avec ostomyélite, 3 versus 6 semaines. On en reparlera dans un instant. Donc quelques informations sur le pied diabétique. Donc c'est un problème qui est extrêmement fréquent pour nos patients diabétiques. Il est associé à une très importante morbie et mortalité, avec des coûts importants, un risque de récidive et un risque d'amputation membres inférieurs important également. À peu près un quart des patients diabétiques vont présenter durant leur vie un problème d'ulcère, en tout cas, et puis dans la moitié des cas, il y aurait une infection associée. L'incidence est autour de 10% à peu près d'infection par année, et puis dans 20% des cas d'infection, on a une ostomyélite associée, en plus de l'atteinte des tissus mous. La prise en charge du pied diabétique, elle est multidisciplinaire par excellence, donc il y a bien sûr le diagnostic à la base, et puis toute une équipe de spécialistes, d'infirmiers, de podologues qui prennent en charge cette pathologie-là, avec notamment la décharge, le débridement, les soins de plaie, l'antibiothérapie, le contrôle glycémique, et puis la revascularisation qui soit par angioplastie ou chirurgicale, et puis les amputations malheureusement. Nous, on va s'intéresser spécifiquement à l'aspect de l'antibiothérapie dans le pied diabétique. Donc il y a un principe qui est cher à nos collègues infectiologues, c'est l'antibiotic stewardship, qui se définit par la gestion de l'utilisation des antimicrobiens pour surveiller la consommation en fait, d'antibiotiques et ainsi optimiser l'utilisation, avec comme but de diminuer les coûts, l'émergence des résistances et puis les effets délétères associés aux antibiotiques. Dans le cas du pied diabétique, ces principes-là, il y a bien sûr la prévention avant tout. Il y a le diagnostic correct de pied diabétique infecté, de différencier l'atteinte des tissus mous uniquement avec l'atteinte osseuse associée, exclure d'autres pathologies qui ne nécessiteraient pas d'antibiothérapie, telles que les traumatismes, la goutte, la chondrocalcinose ou le pied de Charcot, identifier si possible l'agent pathogène, et puis il y a bien sûr aussi le choix d'une antibiothérapie efficace avec un spectre le plus réduit possible et aussi la durée, dont on va discuter ensemble. Donc il y a eu déjà en 2015 un papier dans Diabetes Care avec 40 patients, une étude randomisée un peu similaire à celle qu'on va voir ensemble, qui allait de 6 à 12 semaines, 2 groupes. Et dans le groupe 6 semaines, on avait un taux de rémission similaire avec le groupe 12 semaines, et par contre plus d'effets secondaires dans le groupe avec une plus longue durée. Donc déjà, une impression qu'on pouvait réduire la durée. Les guidelines actuels, ce 2019 nous propose en principe 6 semaines d'antibiothérapie pour l'ostomyélite dans le pied diabétique, en principe pas plus long. Voilà, ça c'est les recommandations qu'on a encore à ce jour à disposition. L'étude qu'on va voir ensemble, donc c'est une étude pilote, prospective, randomisée, donc effectuée au HUG, non aveugle, donc les patients savaient dans quel bras ils étaient, savaient la durée de l'antibiothérapie, de non-infériorité en comparant une durée de 3 versus 6 semaines d'antibiothérapie après débridement chirurgical avec une allocation 1 pour 1. Le critère de jugement primaire, l'outcome, c'était la rémission clinique, au moins 2 mois après l'inclusion, et puis le critère de jugement secondaire, c'était les effets indésirables, notamment liés à l'antibiothérapie. Les critères d'inclusion, donc des patients diabétiques d'au moins 18 ans, avec un débridement adéquat des tissus nécrotiques, et puis une ostomyélite. L'ostomyélite est définie par des critères souvent cliniques et ou radiologiques, en général les deux ensemble. Donc les signes cliniques, c'est les signes classiques d'inflammation locale, tuméfaction, induration, érythème, écoulement purulent notamment. Le contact osseux avec la sonde boutonnée, on sait que c'est une bonne sensibilité. Et puis les signes radiologiques, radiostandard, mais préférentiellement scanner ou IRM. Les paramètres inflammatoires qui peuvent aider, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Puis globalement, c'est souvent l'association de tous ces paramètres ensemble qui permettait de poser le diagnostic d'ostomyélite. Les critères d'exclusion, c'était notamment les situations où on aurait de toute façon dû faire une durée de plus de 3 semaines, donc l'ostomyélite avec un implant orthopédique. Quand le patient avait déjà une antibiothérapie au préalable dans les 4 jours efficace, on n'incluait pas. Quand il y avait une amputation totale des tissus infectés, là non plus on n'incluait pas. Et puis, donc, autrement, c'est quand même une destruction trop importante au-delà de la corticale. Si une infection concomitante qui nécessite plus de 3 semaines de nouveau, telle que l'endocardite, là aussi on ne pouvait pas l'inclure dans l'étude. Et puis bien sûr, quand le patient refuse ou ne comprenait pas le principe de l'étude, il n'était pas non plus inclus. Donc le critère principal, c'est la rémission clinique, l'absence de signes cliniques et radiologiques au moins après 2 mois. Et puis l'échec, c'est la persistance d'infection
ou une réinfection au même site dans les mois qui suivent l'allocation à l'étude. Donc la statistique, c'est une étude de non-infériorité, comme je l'ai dit. On avait une rémission estimée à 80% sur la base d'études précédentes, une puissance de 80%, une marge assez large de 25%, en partant du principe que l'antihypothérapie n'est qu'un aspect de la prise en charge, qu'il y a multifacétaire, avec notamment la chirurgie qui a un impact très important, avec un taux de drop-out estimé à 15%, et puis on estime à peu près 100 épisodes nécessaires, et puis l'analyse est en modèle de régression Cox. Ce qui était tout à fait laissé au libre choix du clinicien, quel que soit le bras d'allocation, c'est tout le reste, en fait, à part l'antibiothérapie. Donc c'est le nombre de débridements, la méthode, les méthodes de décharge, la façon de poser le diagnostic radiologique, le recours ou non à une angioplastie de revascularisation, le recours à la thérapie hyperbare, et puis tous les antibiotiques. Enfin, il y avait une liste, disons, fixée pour ne pas en faire non plus trop, mais on avait le choix en fonction notamment du contexte clinique, d'allergies, d'intolérance associées à certains antibiotiques, notamment les pénicillines. Et puis également, la voie d'administration était aussi libre choix du clinicien entre IV ou Péros. C'est vraiment la durée qui était randomisée. Rapidement, le flowchart, juste sur le... Bon, on voit qu'on a eu plus de 300 patients qui étaient screenés. On a une autre étude qui a été faite qui s'intéressait au tissu mou, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui fait l'objet d'un autre travail, mais l'étude qu'on a faite sur l'ostéomyélite a inclus 93 patients, donc 44 dans le groupe 3 semaines, et 49 dans le bras 6 semaines. Donc près de 100 patients inclus dans l'étude. Quand on voit les caractéristiques sont similaires, donc une majorité d'hommes, un âge autour de 65-70 ans, un BMI entre 27 et 28 entre les deux bras, et puis dans la majorité des cas une ostéomyélite qui touchait les orteils. On avait plus de la moitié des patients qui avaient une artériopathie des membres inférieurs connue, et puis une angioplastie faite durant le séjour dans moins de 10% des cas. Si on regarde les pathogènes associés, c'était aussi donc bien balancé entre les deux groupes, donc majoritairement du staph doré, on avait aussi des grammes négatifs et puis souvent une flore polymicrobienne dans la moitié des cas. Le nombre de débridements chirurgicaux était autour de 1 en moyenne dans les deux bras, pas de différence, avec une amputation partielle dans à peu près 15 à 20% des patients. Et puis la thérapie hyperbare, on le voit, peu utilisée, autour de 5 à 6%, et puis une médiane d'utilisation d'antibiotiques IV de 1 versus 3 jours entre les deux bras. Pas de différence non plus, donc deux bras similaires. Puis évidemment, ce qui nous intéresse le plus, donc la différence ou pas entre les deux, donc on voit que le groupe 3 semaines est non inférieur au groupe 6 semaines, donc 84% de rémission dans le groupe 3 semaines et puis 73% dans le groupe 6 semaines, donc une non-infériorité. Même s'il y a une tendance, disons, mais ce n'était pas le but de voir ça, mais on voit qu'en tout cas, il n'y a pas plus d'épisodes dans le groupe 3 semaines. Et puis, en termes d'effets secondaires, pas de différence non plus, même si de nouveau un effet favorable plutôt au groupe 3 semaines, moins d'effets secondaires tels que les rages cutanées, anaphylaxie ou des diarrhées. Donc de nouveau, c'était l'outcome secondaire. Les antibiotiques utilisés étaient majoritairement la comoxicilline, on avait aussi des quinolones, clindamycine, notamment en cas d'allergie, puis la doxycycline. Par intérêt, les CRP de base étaient autour de 76 dans les deux bras à l'inclusion. On avait en moyenne 2 échantillons osseux par patient. Dans 40 cas, on avait dû mettre l'antibiothérapie avant le prélèvement osseux, mais il y avait moins de 24 heures entre les deux. Donc de toute façon, un délai très court. Alors maintenant, si on va juste aux limitations de l'étude, donc il y a quand même la taille. Alors ça reste une étude pilote, c'était le principe, mais ça reste néanmoins une limitation. De par la taille aussi, on n'avait pas d'analyse en sous-groupe, notamment peut-être les patients avec une ischémie, ça aurait été intéressant de regarder. Et puis un suivi qui est de quelques mois, qui peut être relativement court, mais voilà, c'était quand même les limitations de cette étude qui restent pilote. Dans les conclusions, donc, cette étude ouvre la perspective de réduire encore potentiellement la durée de l'antibiothérapie dans le pied diabétique avec ostéomyélite, donc de 6 à 3 semaines. On voit qu'on a un taux de rémission autour de 80% qui est similaire aux autres études, avec des durées de 6 à plus semaines. Et puis, on peut aussi se poser la question probablement que les cas de non-guérison sont dus à d'autres facteurs que l'antibiothérapie, probablement les comorbidités des patients. Et puis, ça ouvre aussi la réalisation à d'autres études de plus large ampleur, avec un plus grand échantillon. On a notamment une étude qui est faite actuellement à Zurich par le professeur Uschkai, qui est le dernier auteur du papier, où ils prévoient d'inclure plus de 400 patients. Donc ça sera peut-être une étude qui pourra permettre de confirmer ces résultats. Voilà.